L'enfant a désigné le coupable et le tribunal s'est arrêté. Une famille puissante. Un héritier mort. Un testament modifié. Et au milieu de tout cela, un garçon qui ne prononçait pas un mot. Mais lorsque la vérité a commencé à s'échapper, les masques sont tombés. Davy savait ce que personne d'autre ne savait. Il a vu ce que personne d'autre n'a vu. Et lorsqu'il a désigné le coupable, le tribunal s'est arrêté. Mais ce n'était que le début. Des mensonges ont été racontés. Des preuves ont été détruites. Et la vérité? La vérité était sur le point d'exploser. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui va suivre. Le tribunal de justice de Charleston était plein ce matin-là en hiver. La salle principale, avec son architecture imposante, ses colonnes en marbre et ses vitraux gigantesques filtrant la lumière pâle du soleil, était remplie du murmure des présents. Les journalistes tenaient leurs carnets, chuchotant entre eux, tandis que les caméras clignotaient sans cesse dans la zone réservée à la presse. L'air avait une odeur particulière, un mélange de vieux papier, de bois ciré et du parfum cher des dames de la haute société qui s'installaient dans les premières rangées. Un environnement où les vérités étaient souvent déformées, où la justice se balançait entre la vérité et les intérêts. Au centre de tout cela se trouvait Davy Albuquerque, un garçon de 10 ans, petit pour son âge, avec des cheveux bruns en désordre et un regard vide, perdu quelque part dans le tribunal. Cela faisait 6 mois qu'il ne parlait plus. Depuis la nuit fatidique où son frère, Samuel Albuquerque, avait été retrouvé mort dans sa suite luxueuse à la maison familiale, le garçon s'était refermé sur lui-même, plongé dans un silence absolu que ni les médecins, ni les psychologues, ni même sa propre famille n'avaient pu briser. Mais ce matin-là, devant le juge, le jury et toute la société attentivement pendue à l'affaire, Davy briserait son silence. Il n'avait pas besoin de dire un mot. Son geste suffirait à arrêter tout le tribunal. L'avocate de la défense, Amelia Vasconcello, une femme dans la quarantaine, les cheveux attachés en un chignon impeccable et les yeux aussi tranchants que des rasoirs, était placée devant le juge, un tas de documents en main. C'était l'une des avocates les plus respectées de l'État et elle avait affronté de nombreuses affaires difficiles, mais rien ne se comparait à l'ampleur de ce jugement. Monsieur le juge, nous souhaitons appeler Davy Albuquerque pour un dernier témoignage. La défense protesta immédiatement. C'est juste un enfant. L'avocat de la partie adverse, un homme aux cheveux gris, vêtu d'un costume sombre et à la voix grave, se leva. Le traumatisme qu'il a subi peut fausser sa perception de la réalité. Le tribunal en décidera, maître Stevenson, répliqua Amelia, calmement. Le juge, un homme robuste avec une expression sévère, acquiesça. Apportez l'enfant. La salle se tut complètement lorsque Davy se leva de son siège réservé aux témoins et marcha vers l'avocate. Il marchait lentement, avec de petits pas précautionneux, comme si chaque mouvement était calculé pour éviter un effondrement. Il tenait un carnet bleu, usé, avec des pages remplies de gribouillages et de dessins au crayon. Ses yeux balayaient les visages dans la salle, s'attardant un instant sur chaque personne. Certaines le regardaient avec pitié, d'autres avec impatience. Mais l'un d'eux, une personne en particulier, sourit d'une manière étrange. Davy frissonna. Il connaissait ce regard. C'était le même regard que 6 mois auparavant. Il prit une profonde inspiration, sortit le stylo qu'il avait dans la poche de son sweat gris et ouvrit son carnet. Toute la salle observa, dans un silence tendu, alors qu'il commençait à dessiner. Quelques secondes plus tard, il tourna le carnet et le leva pour que tout le monde puisse voir. Une assiette de soupe. 6 mois plus tôt, la maison Albuquerque était illuminée comme toujours. Le grand manoir de 3 étages, avec des vitraux importés et des lustres en cristal, ressemblait à un palais des temps modernes. La gouvernante, Donna Eloisa, avait préparé le dîner comme à son habitude. Avec plus de 30 ans de service dans la maison, elle faisait pratiquement partie de la famille. Ce soir-là, ils avaient servi de la soupe.
Samuel Albuquerque, l'aîné, s'était assis à la table avec son père, Fernando Albuquerque, et sa belle-mère, Vera. Davy, comme toujours, était resté aux côtés de son frère, le regardant. Mais quelque chose ce soir-là était différent. Samuel hésita avant de porter la cuillère à sa bouche. Il regarda directement Donna Eloisa. Son regard resta fixé sur elle pendant une longue et gênante seconde. « Qu'est-ce qu'il y a, Samuel ?» demanda Fernando, en levant un sourcil. Le jeune homme esquissa un demi-sourire et prit la première cuillère de soupe. Davy, assis à ses côtés, remarqua quelque chose d'étrange sur le visage de son frère. Sa mâchoire se contracta. Sa respiration s'accéléra. En silence, il posa la cuillère sur la table. « Samuel ?» appela Vera. Mais il ne répondit pas. Il se leva brusquement et monta les escaliers vers sa chambre. Et il ne redescendit jamais. De retour au tribunal, le dessin de la soupe dans les mains de Davy eut un impact profond. Le juge échangea un regard avec l'avocate de la défense. Amelia plissa les yeux, observant la réaction des personnes autour d'elle. La gouvernante, Donna Eloisa, tenait fermement les bras de la chaise. Son visage, autrefois calme, était maintenant complètement pâle. « Que signifie cela, mademoiselle Vasconcelos ?» demanda le juge. Amelia regarda Davy. La soupe fut la dernière chose que Samuel Albuquerque a mangée avant de mourir. Des murmures commencèrent à se répandre dans le tribunal. Le juge frappa son marteau. « Silence !» La gouvernante tenta de se reprendre. « Cela ne prouve rien. » Sa voix fut plus forte que prévu. Mais ses yeux disaient tout le contraire. Davy se souvenait de ce qu'il avait vu cette nuit-là. Il espionnait à travers l'ouverture de la porte du couloir lorsqu'il avait vu Eloisa, debout au bas des escaliers, observant Samuel monter dans sa chambre. Son regard n'était pas celui de l'inquiétude. C'était celui de quelqu'un qui savait exactement ce qui allait se passer. À cet instant, dans le tribunal, Eloisa comprit que Davy savait. Elle humidifia ses lèvres sèches, serra ses mains sur ses genoux et inspira profondément. Ce qu'elle ignorait, c'était que Davy n'était pas simplement un survivant. Il était le témoin qui pourrait tout changer. Le tribunal était toujours plongé dans un silence absolu après le geste de Davy. Le carnet bleu, maintenant ouvert sur la table de l'avocate Amelia Vasconcelos, semblait contenir bien plus qu'un simple dessin. C'était une accusation silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Donna Eloisa. La gouvernante, qui servait la famille Albuquerque depuis plus de 30 ans, restait immobile. Son visage était pâle, ses doigts tremblaient légèrement sur ses genoux, mais sa bouche restait fermée, refusant de montrer la moindre faiblesse. Le juge toussota. « Madame Eloisa, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?» La femme leva lentement la tête, cherchant le visage de Davy. Pendant un bref instant, quelque chose de sombre traversa son expression. Le garçon frissonna. Il connaissait ce regard. C'était le même regard froid que la nuit où Samuel était mort. Mais cette fois, Davy ne détourna pas les yeux. Il n'avait plus peur. La gouvernante força un sourire jaune, ajusta ses lunettes sur le bout de son nez et dit : « C'est un dessin d'une soupe. Quelle importance cela a-t-il ? » Sa voix sonna étrangement contrôlée. Mais Amelia ne perdit pas de temps. Samuel Albuquerque a mangé cette soupe la nuit de sa mort. Pensez-vous que ce soit une coïncidence ? Eloisa croisa les bras. Il a mangé beaucoup de soupe pendant sa vie. C'était une de ses habitudes, mademoiselle Vasconcelos. Mais c'était la dernière. La gouvernante ne répondit pas immédiatement. L'avocate continua. Selon les dossiers médicaux, Samuel a fait une overdose d'héroïne mélangée à des médicaments sous contrôle. Mais si cela était vrai,
les symptômes se seraient manifestés bien avant la mort. Le juge acquiesça, intéressé par le raisonnement de l'avocate. Que voulez-vous dire par là? Amelia prit l'un des rapports du dossier et passa un doigt sur la page. Les tests toxicologiques indiquent que la drogue a été ingérée d'un seul coup, et non au cours de la journée. Samuel n'était pas un consommateur régulier, et il n'y avait pas de traces de consommation antérieure. Elle se tourna vers la gouvernante. « Madame Eloisa, vous avez préparé le dîner ce soir-là? » « Oui. »« Et vous avez préparé la soupe que Samuel a mangée? » La femme hésita. « Oui, mais... » « Et qu'avez-vous mis d'autre dans la soupe, en plus des ingrédients habituels? » Le silence qui suivit fut encore plus lourd que le précédent. Eloisa humidifia ses lèvres et redressa sa posture. « C'est ridicule. Je ne suis qu'une gouvernante. Vous essayez de m'accuser sans preuve. » Amelia sourit. « Ne vous inquiétez pas, Madame Eloisa. Nous allons les trouver. » Après l'audience, la tension flottait dans l'air comme une tempête sur le point d'éclater. Vera Albuquerque, la belle-mère de Samuel et Davy, attendait anxieusement dans le hall du tribunal, ses doigts tapotant nerveusement sur le sac en cuir de luxe qu'elle tenait. Ses yeux clairs étaient chargés d'inquiétude. Lorsqu'Amelia sortit de la salle du juge, Vera la foudroya presque. « Tout cela est un non-sens. Vous essayez de salir le nom de ma famille avec de pauvres suppositions. » L'avocate leva un sourcil. « Vous êtes inquiète pour le nom de la famille ou pour votre propre position au sein de celle-ci? » Vera rougit de colère. « Comment osez-vous? » Amelia sourit, gardant son calme. « Restez tranquille, Madame Albuquerque. S'il n'y a rien à cacher, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, n'est-ce pas? » Vera plissa les yeux, mais ne répondit pas. Elle tourna simplement sur ses talons et partit d'un pas lourd, le bruit de ses chaussures résonnant dans le hall. Amelia soupira et s'approcha d'un banc où Davy attendait, tenant fermement le carnet bleu. L'avocate s'agenouilla pour se mettre à hauteur du garçon. « Que as-tu vu d'autre cette nuit-là, Davy? » Le garçon hésita. Ses yeux sombres étaient remplis de souvenirs qui semblaient être prisonniers à l'intérieur de lui, comme un secret douloureux qu'il ne pouvait pas exprimer. Puis, il commença à dessiner à nouveau. Des lignes tremblantes formèrent un cercle. Ensuite, il griffonna de petites lignes dessus. Amelia regarda le dessin et ressentit un frisson. « C'est un camion? » Davy acquiesça. L'avocate fronça les sourcils. « Tu veux dire le camion de l'entreprise de transport de ton père? » Davy dessina 2 grands X sur les roues du camion. Amelia sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Quelque chose, cette nuit-là, impliquait le camion de son père. Et elle devait découvrir ce que c'était. Quelques jours plus tard, l'enquête prit une tournure inattendue. À la demande d'Amelia, les autorités rouvrirent le dossier de l'accident de Fernando Albuquerque, le père de Davy et Samuel, qui était mort quelques mois plus tôt dans un accident de camion. Selon les registres, les freins du véhicule avaient lâché dans un virage dangereux de la route principale. L'expertise initiale avait conclu à un défaut mécanique, mais de nouvelles preuves suggéraient un sabotage. Quelqu'un avait modifié les freins délibérément. Et maintenant, Davy faisait ressortir ce détail. La question qui se posait était: quelle était la connexion entre l'accident du père et la mort de Samuel? Et, surtout, qui était derrière tout cela? 2.4 Le passé se lève du tombeau. Cette nuit-là, une tempête s'abattait sur la ville. Les éclairs illuminaient le ciel comme s'ils voulaient exposer les secrets enterrés depuis des mois. Dans la maison Albuquerque, Eloisa marchait dans les couloirs sombres, serrant les lèvres. Elle savait qu'ils étaient trop proches. Son téléphone vibra. Elle décrocha d'une voix basse. « Il me soupçonne. » De l'autre côté de la ligne, une voix grave répondit fermement. « Ne t'inquiète pas. Ils n'ont pas de preuves. »
Et si? La voix l'interrompit. Suis le plan. Puis la ligne se coupa. Eloisa prit une profonde inspiration, mais ses mains tremblaient encore. Le passé revenait pour réclamer sa dette. Et cette fois, elle ne savait pas si elle pourrait s'échapper. La pluie frappait violemment contre les fenêtres du manoir Albuquerque. Les éclairs déchiraient le ciel, illuminant brièvement les ombres allongées dans le couloir principal. Le manoir, autrefois symbole de pouvoir et de tradition, ressemblait maintenant davantage à une tombe de secrets mal enterrés. À l'étage, Davy Albuquerque était éveillé. Assis sur son lit, avec le carnet bleu sur les jambes, il griffonnait lentement, chaque trait chargé de souvenirs et de peur. La soupe. Le camion. Le regard de Eloisa. Tout était connecté, il le savait. Mais il manquait encore une pièce du puzzle. Un coup de tonnerre éclata dehors, et le garçon frissonna. Son cœur s'emballa en entendant un bruit dans le couloir. Des pas. Quelqu'un marchait dans la maison. L'instinct lui fit fermer précipitamment son carnet et glisser sous les couvertures, faisant semblant de dormir. La poignée de la porte tourna lentement. Davy retint son souffle. La porte s'ouvrit dans un grincement, et dans la pénombre, une silhouette se dessina sur le seuil. C'était Eloisa. Le garçon ne bougea pas. Il ne fit que regarder à travers ses cils semi-ouverts, tandis que la gouvernante restait là, immobile, à l'observer. Quelque chose dans cette présence le fit trembler. Ses yeux se fixèrent sur sa main droite. Elle tenait quelque chose de petit et brillant. Une clé. Davy ne savait pas ce que cela signifiait, mais son instinct hurlait qu'il ne devait pas bouger. Après de longues secondes, Eloisa ferma la porte et disparut dans le couloir. Le garçon expira l'air qu'il retenait et, bien qu'il tremblât, saisit son carnet bleu plus fort. Il devait prévenir Amelia. Le lendemain matin, Amelia Vasconcello, l'avocate de la défense de la famille, arriva au manoir Albuquerque. Vêtue d'un manteau beige et de bottes en cuir, elle monta les escaliers d'un pas décidé. Son air exprimait quelqu'un qui portait des réponses, mais aussi des questions. « Davy a demandé à me voir », informa-t-elle à la gouvernante à l'entrée. Eloisa, qui servait du café à la grande table à manger, lui lança un regard furtif avant de répondre. Le garçon est agité. Des mauvais rêves, je crois. Amelia sourit froidement. Ou peut-être, commence-t-il à se souvenir de choses que d'autres voudraient voir oubliées. La gouvernante ne répondit pas. L'avocate passa devant elle, montant les escaliers. En entrant dans la chambre, elle trouva Davy assis sur son lit, les yeux écarquillés. Il ne perdit pas de temps. Il prit son carnet et l'ouvrit directement à la dernière page. Une enveloppe. Amelia fronçait les sourcils. « Qu'est-ce que c'est, Davy ?» Le garçon pointa son bureau. Intriguée, elle s'avança et ouvrit le tiroir. Au fond, parmi des papiers anciens et des jouets oubliés, se trouvait une enveloppe froissée, avec un morceau déchiré. Elle la saisit délicatement. Samuel Albuquerque était inscrit sur l'avant. Le cœur d'Amelia s'accéléra. Elle sortit le papier de l'enveloppe et commença à lire. À chaque ligne, ses yeux s'écarquillaient de plus en plus. La lettre était inachevée, mais ce qu'elle disait suffisait à glacer le sang. « Papa, j'ai tout découvert. Je sais pour le testament et pour l'accident. Je sais qu'ils ont manipulé les freins. Je sais qu'ils veulent aussi m'éliminer. Si quelque chose m'arrive, cherche dans le coffre. Là se trouve. » La lettre s'arrêtait brusquement. L'air sembla lui manquer dans les poumons. Samuel savait. Il avait découvert que la mort de son père n'était pas accidentelle. Et il avait été tué pour cela. Amelia tenait la lettre entre ses doigts, ressentant l'ampleur de la découverte. Le testament. Le camion. Les freins. Tout était lié.
Coffre, murmura-t-elle pour elle-même. Elle se tourna vers Davy. Où était le coffre de ton père? Le garçon prit un crayon et dessina rapidement. Un vieux meuble. Amelia reconnut le meuble. Il se trouvait dans le bureau de Fernando Albuquerque, au rez-de-chaussée du manoir. Elle rangea la lettre dans sa poche et sortit précipitamment de la chambre, descendant les escaliers comme si le temps était contre elle. En arrivant au bureau, elle trouva la grande étagère en acajou où Fernando rangeait les documents importants. Son regard balaya les étagères, jusqu'à ce qu'elle trouve le meuble qu'elle cherchait. Une armoire en acier noir, avec un petit panneau numérique. Elle tenta de l'ouvrir, mais il était verrouillé. Merde! Elle toucha le clavier. Elle avait besoin d'un code. Et alors, une voix se fit entendre derrière elle. Vous cherchez quelque chose, mademoiselle Vasconcello? Le froid monta dans son dos. Amelia se tourna lentement. Eloisa était dans l'embrasure de la porte. Et elle n'était pas seule. À côté d'elle, debout dans l'ombre du couloir, se trouvait Vera Albuquerque. La belle-mère de Davy. La femme croisa les bras, avec un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. Je crains que vous soyez en train de fouiller dans des affaires qui ne vous concernent pas, docteur. L'estomac d'Amelia se tordit. Elle savait. Elle savait pour le coffre. Et maintenant, elle savait qu'elle savait aussi. Amelia essaya de rester calme. Qu'est-ce que je fouille exactement, Vera? Le testament que vous avez échangé? Les documents qui révèlent que Samuel a découvert le meurtre de son propre père? Eloisa laissa échapper un rire sec. Mademoiselle a une imagination très fertile. Vera plissa les yeux. Mon mari est mort dans un tragique accident. Mon beau-fils était un toxicomane inconséquent. C'est un non-sens que vous essayez de transformer cette tragédie en une théorie de complot à bon marché. Mais Amelia vit la peur dans les yeux de la femme. Elle avait raison. Et Vera le savait. Alors pourquoi êtes-vous si inquiète, Vera? Amelia fit un pas en avant. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi essayez-vous de m'empêcher d'accéder à ce coffre? La femme serra la mâchoire. Et alors, Eloisa se déplaça la première. Avec une rapidité surprenante, elle ferma la porte du bureau, enfermant Amelia à l'intérieur. L'avocate sauta vers la poignée de la porte, mais elle entendit le clic métallique de la clé qui tournait. De l'autre côté de la porte, la voix d'Eloisa se fit basse, tranchante. Vous êtes allé trop loin. Les pas s'éloignèrent dans le couloir. Amelia appuya son front contre la porte, le cœur battant. Elle était prisonnière. Et elles étaient un pas en avant. Le bureau de Fernando Albuquerque était sombre, à l'exception de la faible lumière qui pénétrait par une fenêtre partiellement fermée. Amelia appuya son front contre la porte en bois massif et ferma les yeux, essayant de réfléchir. Elle était enfermée. Dehors, les pas d'Eloisa et de Vera Albuquerque résonnaient de plus en plus loin dans le couloir. La gouvernante savait qu'elle était trop près de la vérité. Et la verrouiller là était juste le premier mouvement. Elle inspira profondément et recula, analysant la pièce. Le grand meuble en acier noir était toujours là, immobile, cachant les secrets de Fernando Albuquerque. Elle devait sortir d'ici. Mais comment? L'avocate passa sa main dans les poches de son manteau, cherchant son téléphone. Vide. La gouvernante l'avait pris lorsqu'elle l'avait poussé dans la pièce. Saleté? Elle regarda autour d'elle. Il n'y avait pas beaucoup d'options. La porte était verrouillée et la seule fenêtre était étroite, avec des grilles à l'extérieur. La seule issue était d'ouvrir le coffre. Si elle obtenait les preuves avant que Eloisa et Vera ne reviennent, elle aurait une chance. Elle se mit à genoux et passa ses doigts sur le panneau numérique du coffre. Un code à 4 chiffres. Elle n'avait pas de temps pour des hypothèses.
Pensant rapidement, elle essaya la date de naissance de Fernando Albuquerque. Rien. Ensuite, la date de fondation de l'entreprise. Rien. Son cœur commença à battre plus vite. Elle regarda le bureau, où l'enveloppe froissée avec la lettre inachevée de Samuel était toujours là. Si quelque chose m'arrive, cherche dans le coffre. Là se trouve là. Elle ferma les yeux, pensant. Puis, un déclic. Elle prit à nouveau l'enveloppe et examina l'envers du papier. Quelque chose y était griffonné, presque imperceptible. Un numéro. De 1911. Avec des doigts tremblants, elle tapa le code sur le clavier. Bip. Le bruit métallique du verrou qui se déverrouillait résonna dans le bureau. Elle avala difficilement et tira la porte du coffre. Ce qu'elle trouva à l'intérieur changerait tout. À l'intérieur du coffre, il y avait une pile de documents jaunis, quelques bijoux de famille et un vieux DVD dans une couverture noire sans identification. Mais c'est une enveloppe scellée avec un cachet rouge qui attira l'attention d'Amelia. Elle la saisit rapidement et l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant le contenu. C'était le testament original de Fernando Albuquerque. Le même qui aurait dû être lu après sa mort. Mais il ne l'avait pas été. Ce document prouvait que quelqu'un avait falsifié le testament officiel pour détourner la fortune vers d'autres héritiers. Et qui était derrière tout cela? Le nom à la fin du document fit geler le sang d'Amelia. Avocat responsable, Dr. Federico Stevenson. Son cœur se mit à battre plus fort. Le propre avocat de Vera Albuquerque. Le même homme qui avait essayé de discréditer l'enquête. Elle était tellement absorbée par cette découverte qu'elle ne remarqua pas les pas pressés revenant dans le couloir. Jusqu'à ce que la clé tourne dans la serrure. La porte s'ouvrit violemment. Eloisa entra en premier, son visage tordu de colère. Vera Albuquerque suivit de près, croisant les bras avec un regard glacial. « Je vous avais prévenu, docteur. Vous fouillez là où vous ne devez pas. » Amelia serra les documents contre sa poitrine. « Vous avez falsifié le testament de Fernando. Vous saviez que Samuel l'avait découvert et vous l'avez tué avant qu'il ne puisse révéler la vérité. » La gouvernante ne répondit rien. Mais Vera rit doucement. « Quelle grave accusation, avocate. Vous avez des preuves ?» L'avocate leva les papiers. « J'en ai. Et maintenant, la police en aura aussi. » Eloisa fit un pas en avant, les yeux étincelants. « Je ne serais pas si sûre. » Avant qu'Amelia puisse réagir, la gouvernante sortit une petite arme de son tablier et la pointa sur elle. Le cœur d'Amelia se glaça. Elle ne pouvait pas mourir ici. Pas maintenant. Mais alors, un bruit inattendu résonna dans la maison. Un cri. Et ce n'était pas n'importe quel cri. C'était celui de Davy. Alors qu'Amelia affrontait Vera et Eloisa, Davy était à l'étage, dans l'ancien bureau de son père. Après la visite de l'avocate, il avait ressenti un étrange besoin. Quelque chose le guidait jusque-là. En entrant dans la pièce, ses yeux se posèrent immédiatement sur l'étagère à livres. C'était là que son père gardait ses souvenirs anciens. Le garçon passa ses doigts sur les tranches des livres jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'étrange. Un espace vide. Il glissa sa main et tâtonna au fond. Il sentit un objet rectangulaire. Il tira doucement. C'était un autre DVD. Identique à celui qu'Amelia avait trouvé dans le coffre. Il avala difficilement et courut vers sa chambre, où se trouvait un ancien lecteur DVD encore connecté à la télévision. Les mains tremblantes, il mit le disque et appuya sur PLY. L'écran devint noir pendant quelques secondes. Puis une image apparut. Le cœur de Davy faillit s'arrêter. C'était un enregistrement de la nuit où Samuel était mort. Dans la vidéo, Samuel discutait avec quelqu'un dans la salle à manger.
L'audio était mauvais, mais on entendait quelque chose. Je sais ce que vous avez fait à mon père. Je sais que vous avez changé le testament. Je sais que vous avez trafiqué le camion. Davy retint son souffle. La caméra tremblait un peu. L'enregistrement semblait avoir été fait de manière secrète, cachée. Puis, une silhouette familière apparut à l'écran. Davy écarquilla les yeux. C'était Eloisa. Elle s'approchait de Samuel, disant quelque chose d'inaudible. Puis, Vera apparut derrière lui. La belle-mère tenait un petit flacon. Le garçon se coucha la main sur la bouche. Il savait ce que c'était. Le poison qui avait tué son frère. Et puis, l'image trembla et tomba au sol, comme si la personne qui filmait avait été découverte. L'écran devint noir. Davy sentit une vague de terreur. La seule personne qui aurait pu filmer cela, c'était Samuel. La dernière chose que son frère avait faite avant de mourir était d'enregistrer sa propre exécution. Le garçon avala difficilement et cria. En bas, Amelia se tourna vers le cri. Vera et Eloisa échangèrent un regard. Elles savaient qu'elles avaient été découvertes. Le jeu était sur le point de changer. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que Davy avait déjà envoyé la vidéo à quelqu'un. Quelqu'un qui ne tarderait pas à frapper à cette porte. L'horloge du grand hall du manoir marquait 23h47. La maison était plongée dans une tension étouffante. Davy Albuquerque était seul dans sa chambre, tremblant, les yeux fixés sur l'écran de la télévision. La vidéo était toujours en pause, montrant la dernière image enregistrée, Samuel et Vera se disputant lors du dîner, tandis qu'Eloisa s'approchait furtivement. Le garçon sentait les battements de son cœur dans sa gorge. Il savait qu'il était en danger. Et il savait qu'il devait agir vite. Samuel était mort pour en savoir trop. Et maintenant, il savait aussi. Davy prit le téléphone et envoya la vidéo à un seul contact. Le message disait « Je connais la vérité. Aidez-moi ». Le téléphone vibra quelques secondes plus tard. Une seule réponse. « Sors d'ici. Maintenant ». Mais il était déjà trop tard. Les pas commencèrent à monter les escaliers. Au rez-de-chaussée, dans le bureau de Fernando Albuquerque, Amelia était toujours entourée par Eloisa et Vera. La gouvernante tenait fermement l'arme, mais ses mains étaient en sueur. Vera, à côté d'elle, essayait de rester calme, mais la lueur de fureur et de peur dans ses yeux la trahissait. Amelia inspira profondément. Elle savait qu'elle devait gagner du temps. « Vous allez me tirer dessus ? Ici, dans la maison, alors que la police vous soupçonne déjà ?» Le silence fut la seule réponse. « J'ai les preuves, Vera. Le faux testament. Le rapport sur le sabotage du camion de Fernando. La vidéo de la mort de Samuel. » La belle-mère de Davy frissonna légèrement. Mais c'est Eloisa qui réagit la première. « Vous n'avez rien. » Sa voix était un murmure menaçant. La gouvernante s'approcha lentement. « Parce que si vous en aviez, vous seriez déjà sorti d'ici avec un mandat d'arrêt. » Amelia comprit ce que Eloisa essayait de faire. Elle voulait l'intimider. Elle voulait la faire douter de son propre avantage. Mais Amelia ne pouvait pas vaciller. Alors, elle mentit. La vidéo est déjà entre les mains de la police. L'expression de Vera changea. Paniquée. Eloisa lança un regard rapide à la femme à ses côtés. « C'est un bluff, » murmura-t-elle. Mais Vera n'était pas aussi sûre. « Si c'est vrai, nous sommes finis. » À cet instant, un bruit perça l'air comme une lame. Un cri. « Davy !» Davy essaya de courir. Il essaya d'ouvrir la porte de la chambre et de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Mais il n'y arriva pas.
La poignée tourna violemment et quelqu'un entra avant qu'il ne puisse s'échapper. Eloisa. Ses yeux étaient injectés de sang. Sa poitrine montait et descendait de façon irrégulière. Elle savait qu'elle était piégée. Et maintenant, Davy le savait aussi. « Qu'est-ce que tu as fait, petit ?» Sa voix était basse, rauque. Davy ne répondit pas. La gouvernante ferma la porte derrière elle et verrouilla la serrure. Le garçon regarda rapidement le téléphone sur le lit. Elle suivit son regard. « Avec qui tu as parlé ?» Sa voix tremblait maintenant. Le garçon resta immobile. Puis, Eloisa s'approcha lentement. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans la chambre comme un tonnerre. « Tu ne comprends pas, Davy. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. » Elle avala difficilement. Mais maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Elle avança. Et puis, bam! La porte fut enfoncée. Amelia fut la première à entrer dans la chambre. Derrière elle, 2 policiers armés. « Lâche le garçon, maintenant !» ordonna l'un des officiers. Eloisa se figea. La gouvernante jeta un coup d'œil furtif au téléphone de Davy, puis à l'avocate. C'est alors qu'elle se rendit compte. Amelia n'avait pas bluffé. La vidéo avait bien été envoyée. Et maintenant, la police était là. Les épaules d'Eloisa s'affaissèrent. Le masque de froideur tomba, pour la première fois, ses yeux révélèrent une terreur pure. Elle savait qu'elle était finie. Un des policiers s'avança vers elle, la saisissant par le bras. « Madame Eloisa, vous êtes arrêtée sous l'accusation de meurtre et de complot criminel. » La gouvernante ne résista pas. Ses yeux cherchèrent Davy une dernière fois. Un regard suppliant. « commença-t-elle, mais sa voix mourut. Elle n'avait plus d'excuses. Elle avait perdu. Alors que Eloisa était escortée hors de la chambre, Davy tomba assis par terre. Le cauchemar était fini. Ou du moins, il pensait que c'était le cas. Au commissariat, Vera Albuquerque fut interrogée pendant 4 heures d'affilée. Elle tenta de nier, elle tenta de pleurer, elle tenta de mentir. Mais la vidéo ne laissait aucun doute. Elle avait tué Samuel. Et Eloisa avait été sa complice. Les relevés bancaires montraient que la gouvernante avait reçu des dépôts mystérieux dans les mois qui suivirent le crime. De l'argent pour acheter son silence. Mais maintenant, aucun silence ne pouvait les sauver. Amelia goûtait à la victoire. L'affaire était close. Mais quelque chose la dérangeait. Dans la vidéo, Samuel disait quelque chose avant de mourir. « Je sais que vous avez changé le testament. Je sais que vous avez trafiqué le camion. » L'avocate savait que cela menait à un nom. Un nom qui n'était pas encore apparu. Le véritable commanditaire de tout cela. Et puis, elle trouva le dernier document dans le coffre. Un nom signé à l'encre noire. Frederico Stevenson. Son cœur se glaça. L'avocat de la famille était le cerveau derrière tout. Le complot était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Le jeu n'était pas terminé. L'ennemi le plus dangereux était toujours en liberté. La salle d'interrogatoire du commissariat était plongée dans un silence lourd. Vera Albuquerque et Eloisa étaient déjà en prison, mais le véritable cerveau de toute l'affaire était toujours en liberté. Frederico Stevenson, l'avocat de confiance de la famille Albuquerque, était introuvable. Et cela était un problème. Amelia Vasconcelos, assise de l'autre côté du verre sans teint du commissariat, observait les enregistrements des interrogatoires. Chaque mot prononcé par Vera et Eloisa montrait qu'elle n'avait pas agi seule. Quelqu'un de plus puissant tirait les ficelles. Quelqu'un qui savait exactement comment manipuler le système pour s'en sortir impunément. Alors, un policier entra précipitamment dans la pièce. « Docteur Vasconcelos. »
Stevenson a disparu. L'avocate fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire par disparu? Son bureau est fermé. Personne ne répond au téléphone. Les caméras de sécurité du bâtiment montrent qu'il est sorti il y a quelques heures et qu'il n'est pas revenu. Le cœur d'Amelia s'accéléra. Il savait qu'il était piégé. Et quand un homme comme Federico Stevenson fuit, quelqu'un finit toujours par mourir. Le manoir Albuquerque était étrangement silencieux. Davy était dans sa chambre, fixant intensément l'écran de son téléphone. Il tenait l'appareil avec une telle force que ses doigts lui faisaient mal. Son nom apparaissait comme expéditeur du message. Enveloppe avec flèche bas, je connais la vérité. Le message avait été envoyé à Federico Stevenson. Et il l'avait lu. Mais il n'avait pas répondu. Davy avala difficilement. Le garçon regarda autour de la chambre, ressentant une pression dans sa poitrine. Il n'était pas en sécurité ici. Son instinct lui disait cela. Et c'est à ce moment-là que les lumières du manoir clignotèrent. Et l'électricité se coupa. Le garçon sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'était plus seul dans la maison. Au moment exact où Amelia descendait les escaliers du commissariat, son téléphone vibra dans sa poche. Elle le prit rapidement, s'attendant déjà à une mise à jour concernant Stevenson. Mais ce qu'elle vit fit glacer son sang. Enveloppe avec flèche bas, si vous voulez que le garçon reste en vie, détruisez les preuves. La panique la frappa comme un coup de poing. Elle courut vers la voiture. Davy était en danger. Et le temps était compté. Dans le manoir, Davy essayait de ne pas faire de bruit alors qu'il glissait sous le lit. Il entendait des pas dans le couloir. Lourd. Lent. Quelqu'un était dans la maison. Et venait vers lui. Le garçon retint son souffle. Les pas s'arrêtèrent à la porte de la chambre. La poignée tourna lentement. La porte s'ouvrit dans un grincement. Et alors, il entendit la voix. « Sors de là, Davy. Je veux juste parler. » Federico Stevenson était là. Et il savait exactement où le garçon était caché. Amelia conduisait comme jamais auparavant. La route sombre défilait en flash par le pare-brise. Elle tenta d'appeler la police. Rien. Elle essaya d'appeler Davy. Appelant. Aucune réponse. C'était mauvais. Très mauvais. Si Stevenson avait vraiment Davy, le garçon était en danger de mort. Elle appuya à fond sur l'accélérateur. Dans la voiture noire, Federico tenait un couteau appuyé contre le bras de Davy. « Tais-toi et je ne te ferai pas de mal. » Le garçon tremblait. La voiture roulait à vive allure sur la route sombre, loin de la ville. Où allait-il? Et puis, il réalisa. Federico conduisait en direction du hangar abandonné de l'ancienne société de transport. Le même endroit où le camion du père de Davy avait été saboté. Il voulait effacer toutes les preuves. Y compris Davy. Davy n'eut nulle part où fuir. Les mains froides de l'avocat l'agrippèrent par les bras et le tirèrent violemment hors du lit. Le garçon tenta de se débattre, donna des coups de pied, essaya de crier. Mais Federico lui colla la main sur la bouche. « Tais-toi » gronda-t-il, les yeux étincelants de colère. Le cœur de Davy battait à tout rompre. Il tenta d'inhaler par le nez, mais la main de l'avocat pressait encore plus fort. « Tu aurais dû rester silencieux, gamin. Ton frère savait trop de choses. Regarde ce qui lui est arrivé. » Davy sentit la panique envahir son corps. Il tenta de mordre la main de l'homme, mais Federico fut plus rapide. « Tu viens avec moi. Maintenant. » Et puis, l'avocat le traîna hors de la chambre. Amelia conduisait comme jamais auparavant. La route sombre défilait en flash par le pare-brise. Elle tenta d'appeler la police.
Rien. Elle essaya d'appeler Davy. Appelant. Appelant. Aucune réponse. C'était mauvais. Très mauvais. Si Stevenson avait vraiment Davy, le garçon était en danger de mort. Elle appuya à fond sur l'accélérateur. Dans la voiture noire, Federico tenait un couteau appuyé contre le bras de Davy. « Tais-toi et je ne te ferai pas de mal. » Le garçon tremblait. La voiture roulait à vive allure sur la route sombre, loin de la ville. Où allait-il? Et puis, il réalisa. Federico conduisait en direction du hangar abandonné de l'ancienne société de transport. Le même endroit où le camion du père de Davy avait été saboté. Il voulait effacer toutes les preuves. Y compris Davy. Federico gara la voiture au milieu du hangar. La nuit était noire, et l'odeur d'huile brûlée imprégnait l'air. Il ouvrit la porte et tira Davy dehors avec force. « Tu veux connaître la vérité ?» demanda l'avocat, les yeux remplis de folie. Davy n'arrivait pas à parler. Son corps entier tremblait. « Ton père, ton frère ?» Ils se sont mêlés de ce qu'ils ne devaient pas. Federico approcha son visage de celui du garçon. « Mais toi, Davy, toi, tu es allé trop loin. » Il sortit un briquet de sa poche. Et l'alluma. Davy sentit son sang se glacer. Federico voulait tout brûler. Les dossiers. Les documents. Et lui. Bang! Le coup de feu déchira l'air comme un tonnerre. Federico cria et tomba au sol. Davy cligna des yeux, confus, et alors il vit Amelia courir dans sa direction. Davy! Elle le tira loin de là, tandis que les policiers envahissaient le hangar. Stevenson tentait de se traîner loin, tenant son épaule ensanglantée. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. « Tu as perdu, » dit Amelia, regardant dans les yeux de l'homme tombé. Il rit. « Vous pensez que c'est fini ?» Et alors, avant d'être menotté, il prononça les mots qui glacèrent le sang de tout ce présent. « Je ne suis que la pointe de l'iceberg. » Quelques jours plus tard, Davy se trouvait dans le bureau d'Amelia. Il regardait un vieux coffre, trouvé dans le sous-sol du manoir Albuquerque. Les mains tremblantes, il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un journal. Le journal de son père. Et la dernière page disait : « Si je meurs, sachez que la vérité est encore cachée. Mais un jour, quelqu'un la trouvera. » Davy regarda Amelia. Il savait ce que cela signifiait. L'histoire n'était pas encore terminée.